Mon premier choix, c'était l'école Epitech, 45 000 € pour 5 ans. Donc Epitech, c'était langage C. Tu as commencé directement dans le dur du Ouais. dur. Donc en fait, mes parents m'ont dit, on ne te conseille vraiment pas de t'endetter. Passer de 29 000 à 40 000 € à peu près à 4 années d'expérience. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es pas resté? Je m'étais toujours dit, jamais plus de 3 ans dans une boîte. Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer un développeur, entrepreneur, freelance. Il a plein de conseils à vous donner. J'interviewe Quentin. Salut Quentin, peux-tu te présenter pour les membres de la communauté? Salut Mike, c'est un plaisir d'être ici, merci pour l'invitation. Du coup, moi c'est Quentin, pour résumer très vite, comme l'a dit Mike, mais je suis développeur front-end depuis maintenant 8 ans. Je pense qu'on a plein de sujets hyper intéressants à discuter aujourd'hui ensemble. Et donc je vais pas commencer à trop en dire, mais Très bien, merci pour la présentation. Alors je vais commencer. Alors l'idée c'est de nous présenter un peu ton parcours. On a déjà discuté ensemble. Je sais que tu as fait pas mal de choses intéressantes et surtout pas mal de choses qui vont intéresser l'audience. Alors si on prenait un petit peu le parcours, tu as commencé développeur à l'école, ça a commencé à l'école. D'où t'es venu en fait cette envie d'apprendre le code? ça m'est venu au moment de faire mes choix pour le bac globalement. Dans mon adolescence, j'aimais bien faire des choses avec les ordinateurs, de la création notamment, donc montage vidéo, retouche photo. À l'époque, voilà, il y avait After Effects, Photoshop, donc je m'intéressais à tout ça. C'est vraiment au moment de faire le choix après le bac que je me suis dit, tout ce qui concerne vraiment l'informatique et plus particulièrement le développement, c'est ce qui me tente. Mon premier choix, c'était l'école Epitech, école privée, 45 000 € pour 5 ans. Donc en fait, mes parents m'ont dit, on est d'accord dans le fond, mais on ne te conseille vraiment pas de t'endetter, d'emprunter 45 000 € juste pour une école. Fais d'abord un petit peu tes preuves et regarde, il y a d'autres études plus courtes qui peuvent déjà te former, te donner une meilleure idée. Et donc au final, j'ai fait un IUT, donc c'est un diplôme en 2 ans qui est censé être théorique, mais pas que. Donc il y a quand même une partie un petit peu appliquée et pratique. Yes, et moi je suis passé aussi par un IUT, enfin DUT comme on dit, et c'est vrai que on touche un petit peu à tout. Alors moi j'ai fait plutôt un DUT télécom réseau, et je sais, je t'en avais déjà parlé un petit peu. J'avais commencé en fait, j'avais fait un stage de réseau où on était dans des machines de serveurs, etc. Et je ne me voyais pas vraiment faire ce taf, et je leur ai proposé, tu vois, de développer une petite application qui permettait en gros de gérer un peu leur parc informatique en interne. Et c'est de là que m'est venu le dev, vraiment le goût du dev. Toi, c'était vraiment une formation vraiment orientée sur le développement. C'était vraiment un DUT informatique. Ouais. Donc tu faisais du dev au quotidien, enfin pas au quotidien, mais tout le long de la semaine, quoi. Donc c'était quand même informatique au sens large. Donc le but c'était vraiment de comprendre tout ce qui touchait au domaine informatique de manière globale. Et pendant les 2 années, eh bien, ils nous ont chaque mois globalement envoyé un petit peu une partie de l'informatique. Concernant le développement, il y en avait pas mal, mais c'était pas que du développement front. Il y avait aussi du développement back, du développement avec des langages objets. Il y avait un peu d'administration aussi. Il y avait de système, l'administration tout ça. réseau, voilà, qu'est-ce que le code binaire, comment ça fonctionne dans les ordinateurs, le processeur, la mémoire. Vraiment assez large. Après, dans la promo, il y a eu tous les métiers, je pense, qui en ont découlé. Mais moi, quand on a eu notre période développement web, j'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire. Et plus particulièrement le développement front-end, puisque j'aimais bien l'idée de voir visuellement tout ce que je faisais, d'avoir du feedback directement de ce que j'étais en train de coder. Yes, parce que avant de démarrer en fait un IUT, est-ce que tu avais déjà un petit peu, je sais pas, codé ou bidouillé, fait quelques lignes de code, peut-être en HTML, ou que tu avais fait des petites choses? Je m'en rappelle, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le site du zéro, qui est devenu Ouais. Open Classroom. Et ils avaient pas mal de livres, et donc j'avais fait la formation qui était un livre sur le langage C, parce que je m'étais mis en tête de faire Epitech à l'époque, et donc Epitech c'était le langage C, donc j'avais commencé à apprendre et à coder un petit peu en langage C. Tu as commencé directement dans le dur du Ouais, dur, parce que le C, c'est mais tu sais, c'est toujours les mêmes choses, les boucles, les le conditions, etc., enfin les fonctions. Donc au final, j'avais ces quelques bases qui étaient loin d'être quelque chose, mais voilà, j'avais fait mes premiers pas dans le code et je savais que ça allait m'intéresser t'es dit, plus ça que va. juste Ouais. cette première introduction. Ok, intéressant. Donc du coup, tu nous disais, tu étais intéressé par Epitech, puis tu n'es pas allé. Alors Epita ou Epitech? Parce qu'on sait que parfois il y a Epitech. deux écoles, ils sont en collab, ou enfin, c'est quoi la différence? Epita, je crois ils délivrent vraiment un diplôme Ah oui, d'ingénieur. le truc officiel. Et c'est vrai, ça reste une école informatique, mais pas vraiment que dev code.
Epitech, D'accord. c'était vraiment la branche Plus plus code. appliquée, plus développement, plus code. Ouais. D'accord, et donc c'est 45 000 euros. Alors, tu le vois comme. Alors, c'est 5 années après le bac. Ouais. Il me semblait qu'il y avait aussi un parcours bac plus, à partir de bac plus 3 à 5. Je ne sais pas si je me trompe, non? Il y avait peut-être des passerelles. Des Et je crois que c'était peut-être un des arguments de mes parents en mode Ah, si tu et fais une commence licence, d'abord, peut-être, et qu'après tu après on feras la verra. passerelle. Et au final, Ok. je vous spoil, la passerelle n'est jamais arrivée. Mais, Mais c'était ça. ok, et du coup, le DUT, ça t'a plu, t'as aimé voilà, te lancer dans le code. C'était quoi concrètement comme langage? Donc, t'as vu du web, du HTML, PHP un peu peut-être? Ouais, bah, tout ce que tu viens de dire, ça restait assez basique, puisque tu imagines si on voyait tous ces sujets à peu près sur une durée d'un mois chacun, bah, ça reste du survol. Mais je pense que ce que m'a apporté vraiment l'IUT, c'est une bonne culture informatique Hmm. et surtout bah, toute la logique qui va avec le code. Parce que bon, les examens, nous, c'était sur papier, où on Ah développait ouais, des algorithmes, des fonctions sur papier. Donc c'était vraiment moins strict sur la syntaxe, mais plus sur la la logique. Et logique. Ouais. donc c'était vraiment des bases qui sont bah, importantes. Et donc justement, moi je te disais que j'ai pas vraiment aimé mon stage. Enfin, mon stage m'a permis de découvrir en fait la programmation un petit peu par un chemin détourné. Toi, tu as eu un stage de fin d'études de DUT ou pas? Qu'est-ce que tu en as tiré? Est-ce Ouais. que tu as aimé? Du coup, moi, c'était un stage de 2 mois. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais été très scolaire et j'avais compris que l'IUT, bon, ça s'inscrivait quand même, à la différence d'Epitech, qui est une école très appliquée. L'IUT, ça reste un parcours académique, scolaire, avec des profs qui n'ont jamais vraiment expérimenté bah, dans le milieu du privé, dans une Marché, vraie entreprise. Euh, et donc, même si voilà, ça m'a permis d'avoir des bases intéressantes, je savais que la passerelle vers le concret, le monde du travail, c'était ce stage. Et 2 mois, ça me paraissait court, donc j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté et j'ai proposé de faire un stage plus long. Donc ça a été accepté par l'administration, ce qui fait que je crois que j'ai dû faire un stage d'au moins 5 mois. Donc j'ai fait mes études à Grenoble, mais pour ce stage, je suis allé à Montpellier. Et du coup, voilà, j'ai maximisé ce que j'avais à ma disposition en me disant, dans tous les cas, ce sera vraiment un plus par rapport aux autres. Alors c'est intéressant qu'ils aient pu enfin, autoriser ça parce que tu sais, le domaine scolaire est assez strict sur la réglementation, les machins, tout ça. Et toi, ouais, ils ont accepté comme ça, tranquillou, quoi. Ouais, bah, je pense que ça tombait bien au niveau des dates, puisque il y avait pas enfin, la fin du stage c'était fin d'année, direct après il y Bon, avait ça les alors. vacances d'été, donc j'avais réussi à, voilà, à faire rentrer ça sur le planning, donc il n'y avait pas de contraintes. Et ton employeur était partant aussi, toi tu étais partant, tout le monde était partant finalement, quoi. C'est ça. Voilà, faire. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du stage? Tu as fait quoi concrètement dans ce stage? Alors c'était du dev, c'est du Ouais. code? Alors du coup, moi j'ai été dans une agence web, une petite structure, donc c'était juste quelques personnes. C'était pas du code vraiment en profondeur. Eux, ils créaient des sites internet pour leurs clients. C'était une base de WordPress. Et après, bah, il y avait de la customisation, un petit peu de code. Mais là, surtout, ce que ça m'a apporté de plus par rapport à l'IUT, c'est de voir concrètement bah, voilà, Comment ça marche? comment ça se Comment passe, c'est? comment on fait vraiment un site web, comment on peut utiliser WordPress bah, quand même pour faire des choses qui étaient utiles aux clients. Mais aussi, ça m'a montré ben, peut-être les contraintes, les limites de ce genre d'outils. Mais encore une fois, voilà, ça m'a permis de découvrir tout l'envers du décor de c'est quoi de créer un site pour des clients. Et du coup, ça t'a plu? Tu t'es dit, voilà, moi, ce métier-là, de créer des sites pour des clients, de développer, c'est des choses qui me plaît, quoi, c'est ça? Ouais, D'accord. donc ça restait encore peut-être un peu superficiel au niveau du développement, parce que bah, voilà, comme je l'ai dit, c'était autour de WordPress. Donc je savais le développement web, le développement front-end, mais je voulais aller plus loin que juste faire des sites sur WordPress. Ok, et normalement, après un DUT, la suite logique, c'est d'aller vers un bac plus 3, c'est d'aller vers un bac plus 5, un master, etc. Tu nous as spoilé tout à l'heure, tu nous as dit que justement, tu n'étais pas allé jusque-là. Pour quelle raison, sachant quand même que tu sais, sur le marché des devs, bah, quand même, quand tu as un bac plus 5, faut le dire, moi je dis, c'est pas le diplôme qui fait le développeur. Tu peux être un très bon développeur et Je suis sans d'accord. diplôme, en autodidacte, etc. Mais quand même, si tu sais, quand tu es lancé dans la lancée des études, quitte à t'arriver à bac plus 2, bah, la logique c'est de dire bon, on pousse un peu jusqu'à bac plus 5 pour augmenter nos chances. Toi, dans ton cas, tu t'es dit non, c'est bon, ça suffit, je suis bien comme ça. Bah, j'y ai pensé à cette licence, mais à ce moment-là, bah, je venais de finir mon stage, ou en tout cas c'était en cours.
Et du coup, j'ai eu l'impression que la licence n'allait pas forcément m'apporter énormément par rapport à ce que j'avais déjà. Mhm. Il y en a qui étaient encore en train de réfléchir, ok, vers quel vraiment métier du développement je veux m'orienter. Moi, mon idée, elle était claire, mon plan de carrière était déjà un peu prédéfini dans ma tête. Et donc, je me suis dit, autant tenter l'opportunité tout de suite. Au plus vite tu peux aller sur le marché du travail, c'est ce que j'avais constaté pendant mon stage, au plus vite tu es exposé au vrai monde du travail, au mieux Mhm. c'est. Et puis voilà, même si tu peux faire une licence pro en alternance et avoir une rémunération, je m'étais dit, si tu te lances directement en CDI, tu auras directement un vrai salaire, une expérience qui compte vraiment, peut-être à la différence d'une alternance qui est un mi-temps quand même, en termes Ouais. de partage entreprise-école. Donc je me suis dit, bah, vas-y, Et tente-le juste après l'IUT. du coup je pense qu'il y en a peut-être pas mal qui ont suivi un peu cette option-là. Quand en stage, on a l'opportunité de te proposer de continuer en CDI, etc. Et pourtant, on en avait déjà parlé, ce n'était pas ton cas. On ne t'a pas proposé Non, forcément de continuer, mais tu étais serein sur le ouais. fait que bah, voilà, avec ton stage de 5 6 mois, bah, tes compétences, tu étais relativement serein, tu n'avais pas le syndrome de l'imposteur comme beaucoup de développeurs ont, et voilà, tu es parti comme ça, Ouais, la fleur au fusil, et un voilà, peu naïvement un peu sûrement, naïvement. mais oui, j'avais été conforté par cette première bonne expérience en agence via mon stage. Il ne m'avait pas proposé de continuer, mais je pense que dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait, T'es intéressé. parce que dans mon idée, je voulais cumuler voilà, différentes expériences, profiter au maximum de plusieurs contextes, plusieurs entreprises différentes, parce que j'étais conscient que c'est ça qui allait vraiment me former rapidement et me rendre plus attractif aussi quoi, en tant que profil, en tant que développeur. Donc ouais, je me suis lancé comme ça et l'opportunité s'est présentée assez naturellement. Notre professeur d'anglais à l'IUT nous avait vraiment encouragé à maintenir ce profil professionnel, à Le le créer puis à le réseau, développer. Voilà, donc le réseau, un profil LinkedIn, voilà, rester à l'écoute des opportunités. Et rapidement, je crois, 1 ou 2 mois après mon diplôme, j'ai eu une opportunité dans ma ville. Donc c'était l'opportunité facile que j'ai acceptée. Et puis je me suis dit, bon, dans tous les cas, c'est une première expérience en CDI, on va voir là où ça nous mène. Mais je me suis lancé quoi. bah, c'est cool quand même pour ta prof d'anglais qu'elle soit autant investie. Moi, de mémoire en DUT, bah, les profs ils faisaient leur job et puis il n'y avait plus trop de contact. Et c'est bien qu'il y ait des profs qui poussent un peu ça et qui gardent le contact et qui partagent leur réseau et qui partagent des opportunités. Avec le recul, Donc, c'était ouais, une très, très bonne chose. Ouais. ouais, et donc du coup, tu es parti, donc tu as trouvé cette opportunité. C'était quoi? Tu peux nous en parler un peu de ce job? C'est quoi Ouais. l'intitulé? C'était dans quel type de boîte? Donc CDI pour une entreprise qui revendait et qui intégrait des logiciels Microsoft dans des entreprises du 440. Donc c'est pas Word et Excel, mais plus des logiciels de gestion de parc informatique, de gestion d'utilisateurs, réseau, etc. Voilà, toute la partie un petit peu, ce qu'on appelle la DSI dans les entreprises, services informatiques. Et ils avaient des consultants en interne, une équipe commerciale, mais ils avaient besoin d'un développeur pour refaire tout leur site. Donc ça a été vraiment, ça m'a été présenté comme ça et c'était ça ma première grande mission pour eux. D'accord. Et c'était dans quelle région là? Tu étais Toujours sur Grenoble. toujours sur Grenoble. Et oui, tu étais à Grenoble. Ton IUT, tu l'as fait à Grenoble. Ouais, Donc tu étais IUT à à Grenoble, tu Grenoble. as fait ton IUT. Ça a Stage duré. à Montpellier, mais Stage après je suis retourné ouais, à voilà, je sais qu'il y a Montpellier dans l'équation. Donc stage à Montpellier, tu as été très mobile. Puis finalement, tu as retrouvé un CDI dans ta région, on va dire. Si c'est pas indiscret, c'était quoi? Donc c'était salarié, de l'ordre de combien le salaire annuel, on va Si je me dire, rappelle, c'était dans les 24-25 000 24, euros 25 premier 000 euros. salaire. Ce qui fait 1400, 1004, ouais, 1400. 1450. Ok. Et qu'est-ce que tu pensais de ce salaire à l'époque? Est-ce que tu te disais c'est bien, c'est pas bien, moi je veux plus? C'était peut-être pas ton objectif du moment d'être payé. C'était quoi pour toi tes priorités du moment? Ouais, la priorité sur un premier job, pour moi, c'était vraiment de cumuler de l'expérience rapidement, d'essayer de trouver les meilleures opportunités en termes de formation, d'accompagnement, parce que voilà, je savais que j'avais fait cet IUT, mais ce n'était pas assez pour vraiment enrichir mon profil de développeur, donc j'allais devoir apprendre sur le tas, grâce à mes collègues, grâce au projet, dans une entreprise. Donc la priorité, ouais, c'est formation, accompagnement, et le salaire, ça vient plus tard, tu vois, ça se rééquilibrera, même si on a commencé peut-être avec un salaire un peu en dessous du marché.
Si on est un bon développeur, ça va vite. Ça va vite, ouais. Et en termes qu'est-ce que tu as développé comme compétences techniques sur ce projet? C'est du dev ou oui, c'était du dev, mais c'était plus quelle Alors, un peu dans techno? la lignée de ce que j'avais fait en stage, j'ai refait leur site avec les compétences que j'avais. Donc, j'ai fait un WordPress que j'ai personnalisé selon leurs besoins, fait un petit peu de code, un petit peu de CSS en plus. Mais le truc, c'est que voilà, après plusieurs mois, ce site il était bien fini, il avait été mis en ligne. Et donc, il y avait moins de besoin pour mon poste d'intervenir sur ce site. Donc, en fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est à avoir des besoins clients sur d'autres types de développement autour des solutions qui s'installaient. Et donc les consultants ont commencé à me demander de pouvoir prendre part à certains développements, mais qui n'étaient pas du tout du développement web. Donc j'ai dû faire du C Sharp, qui est un langage Microsoft, du Shell. Voilà, j'ai fait PowerShell, c'est ça. PowerShell. Donc j'ai fait quelques projets comme ça, mais je me suis vite rendu compte en fait que je m'éloignais de là où je voulais aller, qui était moi le développement front-end. Et donc, tu avais déjà cette vision à l'époque de te dire, moi, je ne veux pas être dev back, je ne veux pas être dev C Sharp, je ne veux pas être dev machin, je veux faire du front, technologie front, j'imagine HTML, CSS, JS et tout ce genre de choses. Tu avais déjà cette vision-là, quoi. Ouais, très rapidement convaincu de mon plan de carrière, de là où je voulais aller. Et donc même si cette première opportunité pro, elle ne m'a pas emmené vraiment là où je voulais, je l'ai vu comme un premier palier. Et rapidement, j'ai commencé à avoir l'idée de devoir changer, donc de me remettre en quête d'une nouvelle. Nouveau job. Donc ça a duré 1 an. Ça t'a permis de mettre un peu un pied dans Ouais, l'entreprise, dans le vrai monde du marché, enfin dans le vrai marché, dans le marché, quoi, tout ouais, simplement. puis avec un CDI, Avec un tu peux avoir un CDI, appart, tu tu as as tes un fiches de appart. paye, Du coup, tu t'es c'est un bon installé départ. à Grenoble aussi, tu as trouvé un Toujours à Grenoble, appart et ouais. tout. Et donc, tu as fait une petite année là-bas, c'est ça? Ouais, Et au bout au bout d'un d'un an, j'ai commencé à me dire, ouais, il est peut-être temps de changer. c'est ça. Et comme toute démarche, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'inscrire sur des plateformes. Il y avait Talent.io à l'époque, Talent.io. il y en avait d'autres. Donc sur mes pauses, je prenais des calls avec des recruteurs ou des entreprises pour planifier des entretiens. J'ai commencé à chercher à Grenoble, forcément. À l'époque, je me voyais continuer là-bas. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même assez peu d'opportunités. Ça reste une grande ville, mais ça reste en France, tout est Ouais. centralisé à Paris. Et Euh, t'es pas, c'est pas trop loin de Lyon non plus? c'est ça. Donc Lyon, c'est quand même j'ai eu des opportunités à éventuellement. Lyon, quelques entretiens. Mais ce qui a fini par marcher, c'était la région parisienne. Cool. Donc, ah oui, donc tu étais relativement ouvert à Paris, à la région parisienne. Donc, du coup, comment ça s'est passé avec la région parisienne? Tu as trouvé t'as postulé là-bas ou tu as été contacté ou tu as vu des offres qui t'intéressaient? Comment ça s'est passé? Ouais, c'était une démarche assez volontaire. Je Tu sais avais envie d'aller à Paris, tu Ouais, avais envie de découvrir la c'est ça. capitale. Il y en a qui y vont peut-être pas par choix, mais à cause du boulot ou quoi. Mais moi, ça ne me gênait pas de partir de Grenoble. À ce moment-là, je privilégiais vachement le côté pro de ma vie. J'étais encore jeune, je voulais progresser, je voulais découvrir des nouvelles choses. Et donc, je me suis dit, vas-y, Paris, ça a l'air trop bien, il y a des bonnes opportunités. La vie, ça a l'air. Enfin, voilà, il se passe beaucoup de choses à Paris, c'est quand même l'endroit central en France. Donc ça a été ça mon projet. Alors intéressant, je le coupe, c'est un peu l'inverse de mon frère, c'est-à-dire lui, il a dû aller à Paris parce que voilà, il cherchait du boulot et forcément vers Toulouse, c'était pas ce qu'il y avait alors il y avait des offres, mais c'était pas foufou. Et en fait, il est allé à Paris, lui, il n'a pas aimé. Tu vois, il est resté quelques temps Ça et son arrive. objectif, c'était absolument faire sa première expérience, développeur front-end React, avoir 1 an en CDI, participer à des projets, etc. Et dès qu'il a pu, freelance et il a fait autre chose. Mais donc toi, tu as aimé Paris, quoi. Ouais, puis à l'époque, fallait vraiment, si tu voulais un job, enfin saisir une opportunité, il fallait se déplacer géographiquement. Plus tard, on a commencé Hmm. à connaître le remote, ça s'est développé à cause de certains événements. Mais oui, à l'époque, si je voulais une entreprise parisienne, il fallait que je me déplace. Donc pour moi, ce n'était pas un souci. Et du coup, voilà, j'avais décroché quelques entretiens que j'avais essayé de grouper Hmm. pour éviter trop d'allers-retours. Tu t'étais prévu d'aller quoi, quelques fois par mois à Paris ou comment tu t'étais dit, Au final, j'ai j'y un suis pas budget allé tant de fois que ça, mais oui, je ouais, m'étais dit, ouais, si je peux aller une fois par une fois par mois, si mois? j'arrive à grouper deux, trois entretiens à chaque fois que j'y vais, tu vois, j'essaie de faire soit l'aller-retour dans la journée, soit dormir une nuit. Euh,
Donc Ouais. tu ciblais quoi en fait? Tu ciblais ESN, SS2I, agence, client final, startup. Enfin, c'était quoi un peu ta cible? Est-ce que tu en avais une? Tu n'en avais peut-être pas, enfin, je sais pas. Alors comme je te dis, moi, j'étais Très carré. Tu ouais, avais une vision très dès le décidé départ. sur ce que je voulais et peut-être à cause de certains a priori que j'avais entendus, mais je voulais pas de SSN. C'était pas ça, Ouais, moi mon c'était truc c'était une agence, agence. notamment pour le fait que je m'imaginais pouvoir intervenir sur plein de projets différents pour plusieurs clients. Voilà, je m'imaginais l'agence est le meilleur endroit maintenant pour progresser le plus vite. Et donc voilà, mon choix a été restreint sur les agences et notamment j'ai trouvé une offre à Paris sur laquelle j'avais vraiment flashé. Je voulais absolument décrocher ce job dans l'agence que j'avais trouvée. C'était une petite agence, je crois qu'ils étaient une dizaine de personnes. Et ouais, en voyant l'annonce, je m'étais reconnu dans la fiche de poste et je m'étais dit, Est-ce que tu te souviens encore de l'intitulé du poste là, avec le temps? ouais, Ça date. ils étaient pas fermés à un junior, donc ça devait être développeur front-end, soit junior, soit normal, on va dire. Ouais, Ouais. voilà, il y avait Mais pas. c'était quoi la petite touche, la petite touche qui a fait que tu t'es dit, parmi toutes les offres qu'il y a sur Paris, parce qu'il y en a quand même pas Mhm. mal, tu t'es dit cette boîte-là, c'est dans celle-là que je veux aller. Alors parfois ça peut être la localisation, parfois ça peut être le baby-foot, parfois ça peut être l'équipe. Toi, c'était quoi Il n'y dans a ton pas de cas? baby-foot, mais bon, oui, elle était dans Paris, vers Bastille, donc Ça, sympa par rapport à c'est ce un que je plus. Ouais. m'imaginais. Mais surtout, je pense dans l'offre, ils avaient vraiment su retranscrire ce que je cherchais dans ma nouvelle expérience. Donc, ils parlaient de vraiment pouvoir apprendre à leur côté, se développer, avoir un parcours de progression et de rémunération qui Suivre. était bien défini et encadré. Donc, voilà, ça me paraissait vraiment Mais une offre qui me t'as pas correspondait. l'impression que, alors, je sais pas, moi, que toutes les boîtes disent ça. On va vous suivre, Ouais. on va vous accompagner. On a à cœur, on veut que le développeur soit épanoui, on veut qu'il évolue, etc. Non, là, il y avait vraiment Ouais. un truc en plus, quoi. Je pense qu'il y en a qui savent mieux le communiquer que Ah, d'autres. peut-être. Ouais. Et puis surtout, bah, ça s'est concrétisé quand j'ai fait l'entretien et que j'ai pu discuter avec eux, où bah, voilà, il y a ce Il y a le feeling, feeling qui est passé. voilà, on a plus de mal à mentir que sur une offre d'emploi. Et donc pour moi, voilà, ça cochait les cases, donc j'ai tout donné à l'entretien, je l'avais bien préparé. C'était dur. Comment tu as senti l'entretien? Ah bah tiens, C'est- tu peux nous décrire un peu le process, les étapes, comment tu t'es, voilà, comment ça fait? Bah, ça restait dans ma courte carrière voilà, j'avais pas fait énormément d'entretiens, j'en avais fait quelques-uns avant cela, mais voilà, ça restait quand même un nombre assez peu. Donc forcément, avec la pression de me dire je veux vraiment ce job, euh, il y avait de l'enjeu pour cet entretien. Mais moi, j'ai toujours abordé les entretiens pas comme un interrogatoire. Il y en a, voilà, ils peuvent vraiment stresser, se mettre la pression. Moi, je l'ai toujours vu comme une discussion dans laquelle il faut donner le meilleur de soi-même, réussir à bien se présenter et surtout à leur faire entrevoir qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de toi, comment tu vas t'investir à leur côté. Au lieu de parler vraiment que du passé, qu'est-ce que tu as fait, tes expériences et tout, moi, je parlais vraiment plus de la suite avec eux, montrer que je me projette, montrer ce que je suis capable de faire, d'apprendre. Donc voilà, et sinon, comment s'est déroulé l'entretien? J'avais eu un premier contact téléphonique un petit peu pour faire connaissance, mais rapidement, ils m'ont dit il faut qu'on se rencontre. C'était une petite structure, je ne sais plus si je l'ai dit, mais une dizaine de personnes. Ouais, donc, Ce qui a amené aussi ce côté confiance, tu vois, où j'avais pas l'impression qu'ils racontaient des choses juste pour séduire en masse des consultants, mais qui cherchaient plus un profil qui allait s'investir avec eux. Et du coup, j'ai fait l'entretien, j'étais le seul candidat, mais par contre, bah, j'ai rencontré le CEO, j'ai rencontré le directeur commercial, j'ai rencontré le lead dev. À tour de rôle, voilà, ils ont essayé ça t'a pas à leur manière de impressionné discuter. de voir comme ça autant de monde lors d'entretien? Enfin, Si, forcément, et en plus, bah, je pense qu'ils avaient pas mal d'attentes. Il y avait quand même un certain niveau d'exigence. Ils étaient beaucoup d'ingénieurs. Moi, j'avais qu'un DUT, donc comparé à eux, au niveau universitaire, j'avais peut-être un bagage plus petit. Mais je pense que le contact est bien passé. J'ai été transparent. Voilà, je me rappelle une question de piège, un exercice de maths où bah, je leur ai dit j'y arrive pas, je ne sais pas faire, mais ça ne m'empêchera pas de bien faire mon boulot, quelque chose comme ça. Et voilà, je pense qu'ils avaient apprécié ma franchise. Voilà, et ça, c'est vrai je que cherche pas à combler. c'est un bon conseil. Et c'est vrai que parfois, quand on est développeur ou quand on passe des entretiens, enfin moi, pour avoir été recruteur, il n'y a rien de plus agaçant que voir quelqu'un qui ne sait pas. Vaut mieux dire je ne sais pas et passer à autre Ouais, chose plutôt que bah, tourner autour du pot. Et toi, quand
fais passer des entretiens et que tu vois que le développeur il tourne autour du sujet, et tu sais pas, Ouais. et puis tu passes à autre chose et puis voilà. Donc du coup, ça s'est bien passé, tu as été recruté. Alors j'imagine qu'en termes de salaire, c'était un peu mieux, Ouais, mais pas beaucoup, pas beaucoup beaucoup plus. mieux. Je crois que c'était. Donc tu n'étais toujours pas focus salaire là encore à l'heure actuelle, c'était vraiment toi, il fallait que tu aies ton poste qui te plaise dans une équipe qui t'intéresse, dans un lieu qui t'intéresse C'est quoi. ça. Mais ça devait être dans les 29 000 euros. Donc, 29 000 euros, ça ouais. changeait pas grand-chose pour moi parce que mon coût de la vie à Paris allait augmenter beaucoup Augmenté, plus que Grenoble. Et d'ailleurs, bah, j'avais commencé juste avec une colocation sur Paris pas trop pour compliqué m'installer. à trouver, quoi que les colocs, ça va. Ouais, il y a à l'époque des groupes Facebook de coloc. Voilà, j'avais une opportunité. Et donc, dans quel quartier, tu me disais? T'étais J'étais à Vincennes en coloc. Vincennes. Ah, donc, du Et coup, je tu n'étais pas loin travaillais du à boulot, Bastille. quoi. Ouais, pratique. Et surtout, bah, pour revenir à la question du salaire, ils m'avaient proposé, je crois, voilà, je commençais à 29 000, mais ils avaient ce qu'ils appelaient le 3-6-9. Et l'idée, c'était qu'au bout de 3 mois, fin de période d'essai, j'avais une augmentation si tout s'était bien passé. 6 mois plus tard, j'avais encore une augmentation. Et puis, ils me donnaient un ordinateur Ah, un peu mieux. Je crois cool. on passait du MacBook Air au MacBook Pro. Et encore 9 mois plus tard, donc au bout d'1 an et demi dans la boîte, il y avait la possibilité de soit vraiment développer une expertise soit technique, soit un peu plus au niveau du management. Donc de prendre un rôle voilà, un peu plus important dans la boîte. Intéressant parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire, à faire miroiter aux développeurs, on leur dit bah voilà, non mais t'inquiète pas, ton salaire il est plutôt bas par rapport à la moyenne, mais t'inquiète pas, Mhm. d'ici quelques temps on pourra revaloriser, mais finalement c'est que du vent parce que c'est pas Ouais. concret. Toi c'était acté, c'était contractualisé, c'était Je, dans ton contrat je crois que c'était contractualisé, ouais. ou même si ça l'était pas, en tout cas tu avais assez confiance en eux pour C'est te ça. dire Et qu'ils n'allaient puis, pas c'était te pas une promesse vague de ah, quand ce sera le bon moment, on en un jour on rediscutera. verra. Voilà. Là, c'était 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc, c'est trop bien parce que voilà, tu sais que Bah ouais, si tu es patient, tu t'investis, il y aura des retours. Et le salaire d'entrée était inférieur à d'autres offres. Mais mais encore une fois, je n'avais pas privilégié le salaire. Mais tout en sachant que voilà, ça allait continuer à monter. Et je crois qu'en ayant commencé à 29, j'ai dû finir à 40 chez eux à 40 en combien de temps? en 3 ans. En 3 ans, donc tu es passé de 29 à 40. Donc ouais, c'est une Ouais. plutôt… J'ai même envie de dire, c'est très rare de faire de telles augmentations en interne, enfin dans la même boîte. En règle générale, ce type d'augmentation, tu les fais en changeant régulièrement tous les ans, tous les 2, 3 ans de poste. Donc bah, c'est bien, écoute, cool. Donc les projets dans cette boîte, c'était quoi concrètement? Donc, agence web, on faisait beaucoup de projets pour des clients différents, mais je me rappelle notamment de mon premier projet. Parce que pour rappel, avant, j'avais fait que des sites un peu WordPress, etc. C'est vrai que là, Et c'est ton premier projet en termes de code pur, c'est ça c'est peut-être ça. Et là, j'arrive et ils me disent bah, on a un client qui veut faire l'équivalent d'Airbnb pour ses appartements à Paris. Donc, Rien que ça. c'était une entreprise qui avait plein d'apparts sur Paris. Et donc, il faut tout redévelopper. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas les frameworks JavaScript, ou en tout cas, c'était les débuts. Il y avait un petit peu d'AngularJS. Les backbones, les machins, les… Exactement, donc c'était de 2016-2017. Et du coup, c'était HTML, jQuery et bah, beaucoup d'apprentissage. Donc, je me suis lancé tête baissée sur le projet. Et la chance que j'ai eue, c'est que bah, c'était que la partie front qui était à développer. Donc, j'ai vraiment pu faire tout de A à Z. Et c'est une autre entreprise qui allait faire le bac après. Un petit peu bizarre, mais Donc vous avez développé le front dans un premier temps et après ils ont essayé ils ont repris d'intégrer ils un ont bac repris derrière, ce qui est plutôt ils ont repris généralement le on fait fait. plutôt l'inverse, mais Ouais. why not? Après c'est les aléas des projets. Donc ça t'a plu? Là j'imagine qu'en termes de montée en compétences ça a dû être pas mal. Je pense que c'est le projet qui m'a le plus marqué dans ma carrière pour Ouais. ça, parce que tous les jours, c'était un nouvel apprentissage. Et tu sais, tous ces moments où tu as l'impression de vraiment débloquer des choses dans ton cerveau, tu comprends des nouveaux concepts, voilà, premières interactions avec des API. Ça c'était à peu près 1 an et quelques quoi, c'est-à-dire que tu as fait ta première année, puis là c'était voilà dans la Ouais, troisième ça faisait 1 an année, et demi. Ouais. Ah, c'est cool. Et c'est vrai que je pense que quand tu es développeur, c'est intéressant de faire des projets comme ça de bout en bout. Ça veut dire tu pars de zéro, from scratch, tu as un projet, tu as un client, et bah, comme dans ton cas, tu vas jusqu'au bout du projet, tu livres, tu as un résultat final. Là où moi, ça m'est arrivé d'être sur des projets un peu plus gros d'entreprise, etc., où en plus j'étais développeur back-end, donc typiquement, bah, tu bosses sur des petits Ouais. morceaux
d'un truc plus grand, tu vas fournir tel service API, tel machin. Et je pense que voilà, ça manque parfois de vision globale. Et toi, finalement, tu as eu ça. Et je pense Ouais, que puis je me suis toujours intéressé au-delà du code, voilà, c'est quoi c'est le quoi le projet. Donc projet, j'ai c'est quoi toujours le bien aimé quand client. j'avais au moins une vision globale. Des fois, tu peux pas tout coder, voilà, il y a besoin d'aller plus vite, il y a besoin de plusieurs développeurs. Mais je me suis toujours intéressé à ok, qu'est-ce que le projet tente d'accomplir. Combien de développeurs sur ce projet? Tout seul Ouais, ou j'étais tout seul. Il y avait le lead dev qui me supervisait, donc qui faisait un peu des reviews de code. C'était peut-être pas aussi strict à l'époque, mais voilà, il était là pour me débloquer si j'avais besoin. On pouvait discuter de certains concepts, mais sinon, voilà, c'est moi qui ai développé le code. D'accord, mais intéressant. Ça c'est quoi sans framework, c'est le début Ouais, des c'était frameworks, donc c'était jQuery et jQuery et HTML. HTML. Ok, cool. Donc il n'y avait pas encore ces histoires de Il composants. n'y avait Pour ceux pas qui ont tout l'habitude ça. de Ouais. React, ouais, Ok. ça a manqué. Ça a manqué. Ok. Et du coup, donc là, 3 ans, tu es passé de 29 000 à 40 000 euros à peu près à 4 années d'expérience, ce qui est plutôt pas mal. Et après, tu t'es dit, pourquoi t'es parti, pourquoi t'es pas resté? Parce que ça avait l'air d'être un CDI intéressant. Ouais. Je m'étais toujours dit, jamais plus de 3 ans dans une boîte, donc il y avait cette première contrainte. Parce que je savais que même si tu te plais, tu t'épanouis avec une équipe, au final, c'est l'habitude qui prend le pas sur le reste. Et je trouve que ce n'est pas une bonne raison de rester, en fait. Si tu veux progresser, te dépasser, te remettre en question, etc., tu as besoin de changer de contexte, changer d'environnement. Et puis surtout, j'avais remarqué que mon premier projet est hyper formateur. Le deuxième, voilà, j'avais appris aussi d'autres trucs. Le troisième, mais au fur et à mesure des projets, de moins en moins De nouveauté, oui. Parce qu'après, tu as une routine qui s'installe, tu es dans ta zone de confort. Alors, c'est bien d'être dans sa zone de confort et de maîtriser un environnement et d'avancer, mais je pense que si tu restes trop dans ta zone de confort en tant que dev, au bout d'un moment, voilà, il vient ce qui vient. Donc, t'as envie de... c'est un petit peu du confort en fait. Tu deviens plus à l'aise avec les technologies que tu utilises, avec la manière de faire les projets. Enfin voilà, tu comprends mieux, tu es plus rapide aussi. Mais ouais, je commençais à sentir un peu cette lassitude, cette envie de nouveau. Donc au bout de 3 ans, je me suis remis encore à chercher un nouveau job. Sur Et puis, Paris toujours? ouais, sur Paris, mais ce coup-ci, je voulais une start-up. Ah, donc, tu es passé de agence, puis agence sur Paris, Ouais, et là, tu t'es dit, on va changer, on va passer aux startups. start-up. Pourquoi les startups? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce type d'entreprise qui a quand même Ouais. une méthode de fonctionnement un peu particulière, c'est peut-être plus rapide, etc. Enfin, je sais pas. Alors, il y a une des raisons, j'avais un peu de frustration en agence, c'est que souvent on développait les projets, notamment voilà, le début du projet. Après, on le remettait à l'équipe ou au client qui en reprenait un peu la gestion de l'autorité. Mais il n'y avait pas forcément de suivi. Et Ouais, ça donc, veut dire que tu lançais, tu initialisais le projet, mais ça allait pas jusqu'à la mise en prod, tu veux dire? si, Ou le début de mais la mise en voilà, prod, c'est quoi. ça. Mais il n'y avait pas forcément un suivi long terme, une amélioration des fonctionnalités. Enfin voilà, pour moi, un site, il n'est pas fini au moment où on l'a codé une première fois. C'est un truc qui vit, qui doit s'améliorer. Et puis des fois, voilà, on avait dû faire des compromis. Il y avait des choses qui n'avaient pas été incluses dans la première version et tout. Et principalement pour des contraintes de budget, voilà, ça s'arrêtait là. Et puis on recommençait. À la fois, c'est très formateur, mais au bout d'un moment, ça me s'use, frustrait. ouais, Et donc, l'avantage en startup, c'est que voilà, tu gères un seul projet en interne, mais mais c'est le projet phare de c'est ça. l'entreprise et ça évolue. Ouais. Il évolue, il s'améliore. Et surtout en startup, je trouve que voilà, c'est assez exigeant comme environnement. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille bien. Voilà, en agence, il y a déjà un certain rythme de travail. Mais en startup, voilà, je m'imaginais Encore autre plus chose. exigeant, encore plus Ouais, exigeant. peut-être pas sur les mêmes critères, mais c'est Et quelque donc, chose que je voulais expérimenter. ok, comment t'as fait pour cibler une startup? C'est-à-dire que c'est ce que tu cherchais, tu as ciblé, tu t'as cherché sur des plateformes, c'est venu un peu par hasard? Comment? Vu que j'avais mon CDI, je n'étais pas pressé à faire énormément de Donc tu as pris le candidatures. temps. Et même moi, ma stratégie, ça a toujours été plutôt la qualité que la quantité. Donc, j'ai vraiment regardé quelle start-up que je connaissais, parce que c'est une bonne manière de commencer ses recherches, dans laquelle je me voyais potentiellement travailler, parce que ce qu'ils faisaient, ça me plaisait, leur manière de fonctionner, leurs produits. Et j'étais déjà à l'époque attiré par le e-commerce, j'avais fait quelques projets. Et donc, je voulais une start-up dans le e-commerce. Et j'ai trouvé la start-up Typologie, donc qui vend des cosmétiques en ligne. Et à l'époque, ils cherchaient un développeur pour
leur créer toute une nouvelle plateforme e-commerce. Ils avaient un Shopify, mais il y avait certaines limites, certaines contraintes. Donc voilà, ils cherchaient un développeur spécialisé en Vue.js, capable de développer cette nouvelle plateforme. Et bah, je me suis Et comment ouais. bien retrouvé là encore Et une tu fois dans t'es la dit, boucle. après 3-4 années d'expérience, tu t'es dit, ok, moi, le syndrome de l'imposteur, tu n'avais pas trop l'air de l'avoir. Tu t'es dit, bah, finalement, je peux postuler à cette offre, je suis dev, je me vois vraiment développer cette plateforme. Mais c'est quasiment, je ne vais pas dire tout seul, mais presque. Il y avait du monde avec toi dans ce projet ou Bah, il y avait un responsable un technique responsable technique, et un développeur Shopify à l'époque. développeur Shopify. Et toi, donc, tu étais, Donc, je savais que si j'arrivais, j'aurais une place à prendre et je serais responsable vraiment en partie responsable de la partie. du développement de cette Ce plateforme. qui est quand même pour une startup un peu le cœur du Ouais, ouais. business. C'est-à-dire Sachant qu'ils vendaient en ligne, c'est il y a vrai qu'ils vendaient en beaucoup de ligne. choses reposaient sur là. Tous les maillons étaient importants, mais le site était un Le des site était éléments important. importants. Et tu savais pourquoi il voulait pas rester sur Shopify? C'est quoi cette idée de vouloir redévelopper absolument une plateforme? Moi, des fois, j'ai des amis, alors c'est un autre sujet, qui me disent, ouais, alors moi j'ai envie de développer un site, je vais développer mon propre site, etc. Premier réflexe que je leur dis, c'est bon, prenez un Shopify, Ouais, ça fait le boulot, machin. Mais là, c'était une boîte qui était en pleine croissance, qui avait besoin de plus de c'est fonctionnalités ça. peut-être. Et donc, Shopify, enfin, oui, comme tu le dis, c'est une plateforme incontournable, très très bien. La preuve, ils avaient déjà pu se lancer et l'utiliser depuis un an. Le truc, c'est qu'à l'époque, ça a changé depuis. Mais Shopify, c'était une seule langue, une seule monnaie, un seul pays de vente. Et donc, forcément, quand tu as une startup que tu veux développer en Europe, à l'étranger, etc., voilà, faut avancer. Tu ne peux pas attendre que Shopify intègre ça. Aujourd'hui, ils n'auraient peut-être pas été obligés de faire ce qu'ils ont fait. Mais voilà, c'était la raison principale. Mais on utilisait toujours Shopify sur la partie paiement, Paiement, checkout. tout ça. D'accord. Donc Shopify était toujours C'est toujours dans l'équation. mais le front serait une toute nouvelle plateforme. Alors, parle-nous du processus un peu de recrutement. Alors, tu nous as dit, voilà, tu as ciblé cette boîte-là, ça te tenait à cœur, côté e-commerce, etc. Ça a été dur, process de recrutement, etc. Les étapes, comment tu as fait? Comment tu as répondu peut-être à l'appel, enfin pas l'appel d'offres, mais à la candidature? Tu as fait Ouais. comment? Bah, j'ai trouvé que c'était exigeant et notamment dans le process de recrutement. Parce que la première étape, en fait, l'annonce, je ne l'ai pas trouvée via une plateforme, mais sur leur site carrière. Donc, c'est allé de manière assez Ouais, proactive, on va c'est dire. ça. Et en fait, la première étape du process, c'était de remplir un formulaire où ils posaient des questions et des questions qui demandaient de la réflexion. Donc en fait, moi, je me suis posé, je me suis dit, réponds bien à cette offre, puisque tu te projettes dans cette boîte. Si tu veux vraiment travailler avec eux, mets de l'effort dans cette offre. Donc je crois que ça m'avait pris une bonne demi-journée Une demi-journée. à faire des réponses bien complètes pour répondre à la candidature. Et ça a eu l'air de marcher, puisque dès l'envoi, quelques heures après, j'ai reçu un coup de fil pour me dire, bah écoute, on a rarement vu une candidature aussi détaillée et complète. Est-ce que ça te dirait de venir passer un entretien? On peut pas ne pas te recevoir, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant comme stratégie. C'est vrai qu'il y a plus ou moins deux stratégies. Enfin, il y a plein de stratégies, mais c'est vrai qu'il y a une stratégie où je vois les devs, ils sont là, ils postulent à 10 000 boîtes en se disant, bah, peut-être que si je postule à 100 boîtes, eh bien, je vais avoir un retour. Et toi, tu as suivi vraiment une autre stratégie qui est, je cible, je réponds avec qualité au formulaire, je réponds mieux que la moyenne pour me faire remarquer et puis pour augmenter mes chances c'est bonne Ça a stratégie. toujours été plus ou moins ma stratégie et plutôt bien marché pour moi. Il y en a pour qui peut-être le volume, voilà, qui ont peut-être une idée moins fixée de ce qu'ils veulent, qui n'ont pas une boîte précise en tête. Mais ouais, moi c'était. Mais je pense que Je je pense vise que la c'est cible. une bonne idée parce que c'est vrai que les formulaires comme ça de contact, enfin les formulaires de candidature, c'est souvent fait pour filtrer les personnes qui sont un petit peu. Et je t'en avais parlé. Moi, par exemple, quand je recrute, j'ai un formulaire de contact comme ça et enfin, de candidature. Et en fait, je sais que je vais recevoir énormément de monde. Et souvent, bah, tu vois, je place dans la description, mettez le mot-clé un tel. Et tu as 90% des gens Ouais, qui lisent même pas le c'est sûr. nom de la question. Et en fait, c'est un bon filtre. Et si en plus de passer le filtre, tu réponds avec qualité, eh ben voilà, tu augmentes tes chances. Donc c'est ce qui t'est arrivé. Ouais, et Donc ça du coup, tu as passé c'était. le premier filtre. Mais c'était que la Bravo. première étape. Et donc après, Ensuite, ils m'ont proposé un entretien physique avec le responsable technique et une petite partie RH, voilà, pour réintroduire un petit peu le contexte. Ça s'est très bien passé pour l'entretien avec le responsable technique. c'est quoi? C'est le CTO en gros Ouais, voilà, on peut dire CTO. Les startups, ils ont Ouais, toujours ils des aiment bien noms des un petit peu originaux, mais c'était Head of Head of Engineering. Engineering. Euh,
Et du coup, ouais, on partageait les mêmes valeurs. Donc j'ai tout de suite senti que ça allait bien se passer si on collaborait ensemble. Et surtout, j'ai eu plus d'infos sur les technos qu'ils cherchaient à utiliser, les enjeux du projet. Et donc, à partir de ces infos-là, quand j'ai su que je devais potentiellement préparer le deuxième entretien, entre-temps, j'ai recodé un mini-site qui exploitait avec toutes les infos que j'avais eues. Donc, je savais quel framework ils voulaient utiliser. C'était quoi, le framework, les ça s'appelait technos? Gridsome, mais c'est un framework Vue.js Vue.js, qui en fait génère un site statique, donc un site qui est beaucoup plus rapide à afficher, à distribuer, et en plus sécurisé parce que c'est que des pages HTML au final. Il n'y a pas de base de données directement accessible. Et donc j'ai fait ce mini-site qui était la page d'accueil et une page produit, vraiment avec le même design qu'ils avaient, sauf que voilà, toute la techno derrière, c'était ce que j'avais préparé. Ça, pareil, ça m'a pris une journée. Donc tu as senti en fait le point un peu, le pain point, le point vraiment crucial de cette boîte, c'était vraiment on a besoin de faire un site réactif, hyper rapide. Tu t'es dit je vais prendre un peu de temps, je vais prendre une petite journée, je vais recoder un peu leur homepage, c'était leur page d'accueil j'imagine, et du coup ça a porté ses fruits, c'est ça? Ouais, moi j'ai toujours trouvé mieux de faire plutôt que de dire. Et du coup, la meilleure manière de à la fois leur prouver que je savais de quoi je parlais, j'étais capable de le faire et j'avais bien compris ce qu'ils attendaient de moi, c'était de leur faire Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ne l'ont même pas Ils m'ont pas demandé, demandé, ouais. là où parfois, en fait, ça arrive souvent en entretien, on peut dire recodez-moi telle chose ou faites-moi C'est tel ça. exercice. Et toi, tu es arrivé de manière proactive, tu as réussi à les surprendre, tu as Ouais. réussi à aller au-delà des attentes. Et dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir ceux qui ont déjà fait ce genre d'exercice dans le sens où voilà, vous allez au-delà de ce qui est demandé et puis vous produisez quelque chose. Je pense que c'est une bonne stratégie, c'est à tester. Je pense que c'est quelque chose à tester. Je pense que forcément, tu ne peux pas le faire pour toutes les candidatures là où tu vas parce que si tu cherches beaucoup, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être chronophage. Mais s'il y a vraiment une boîte dans laquelle vous croyez, vous avez vraiment envie d'intégrer cette boîte-là, faites l'exercice. Ouais. Ça peut Et peut-être. surtout quand on a peu d'expérience potentiellement, c'est quelque chose qui peut très vite contrebalancer voilà, un CV qui est peut-être un petit peu léger en termes d'expérience. Si vous arrivez à montrer que concrètement vous êtes capable de faire des choses voilà, qui sont au niveau, c'est bon. Et toi, tu t'es pas dit, sur le marché, il y a pas mal de devs bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. J'ai un bac plus 2, ça va être. Tu t'es jamais limité, tu t'es jamais dit, je ne postule pas ici parce que c'est au-dessus de moi ou quoi. Non. Tu t'es toujours allé de l'avant. Oui. Même avec bac plus 2, tu t'es dit, on y va, il n'y a pas de galère. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se bloquer dans la vie, tout reste Accessible, négociable. ouais. Et donc, même si des fois il y a des fourchettes de salaire qui paraissent peut-être un peu basses, c'est sûrement quand même négociable à la hausse. Tiens, ça me fait penser à une petite question. On t'a jamais sorti une histoire de grille tarifaire par rapport à des diplômes? Alors ça, c'est les SS2I, les ESN aiment bien ça, c'est-à-dire bac plus 2. Alors non, la grille c'est entre 28 et 32. Bac plus 5, ok, vous pouvez. On t'a jamais sorti cet argument pour un peu essayer de Non, ramener à la baisse? on me l'a pas sorti parce que j'étais dans des petites structures jusqu'à cette start-up. Voilà, bon, même la start-up, c'est toujours une petite structure. Et il n'y a pas ce volume de candidats. Avec des structuration, grilles, ouais. avec des machins, ok. Mais je sais que ça peut jouer. Et voilà. Mais toi, dans ton cas, finalement, tu as négocié, t'as négocié tel qu'il y avait à négocier, mais il n'y a pas eu. Ouais, mais c'est bien. Ouais, c'était pas. Ça a jamais. La question de mes diplômes n'a jamais été trop abordée parce que j'ai toujours poussé plus de l'avant sur le concret. Et même déjà à cette époque-là, je pense qu'après 3-4 ans d'expérience, Ouais, le diplôme, il a pu. il s'efface. Il s'efface vite, Comparé ouais. à l'expérience. Cool. Donc, alors combien de temps ça a duré à peu près dans ce nouveau CDI? Ouais, je finis juste Ouais, parce que vas-y, je pense pardon. que c'était Ouais. intéressant Ah oui, sur le l'étape, process. je croyais que tu étais recruté déjà. Non, là, c'était juste la Alors, deuxième étape. Il se doute que j'ai été recruté, mais Ah, j'ai spoilé. après, après ce petit site que j'ai fait, je l'ai envoyé au CEO, je l'ai rencontré pour un deuxième entretien, qui a été aussi, qui m'a permis de passer à l'étape encore d'après, qui était une journée complète en immersion dans la startup. Ouais, alors ça, c'est assez original. C'est-à-dire, on peut te demander des exercices, des machins, etc. Mais de venir une journée dans la boîte, c'est pas courant, mais je pense que C'est je pense un que c'est bien pour investissement les de deux ma parties. part, Ouais. parce que faut poser un jour de congé, faut pas dire à ton employeur forcément ce que tu vas faire.
Et eux, bah, ils mettent à disposition quand même des ressources, tu vois, des profils en interne qui vont prendre le temps de te te présenter montrer. des choses, de discuter avec toi, voilà. Et donc, Mais je pense que quand tu arrives dans cette phase-là, généralement bon c'est signe. relativement bien c'est parti. bon signe. Il m'avait fait comprendre que si ça se passait bien, tous les Ouais. feux étaient ouverts et que ça dépendrait de la dernière phase contractuelle, mais qui était censée Allez, ouais. aboutir. Et notamment, bah, cette journée en immersion, ça a été l'occasion de rencontrer la plupart de mes futurs collègues, de passer en revue avec le développeur et le responsable technique, ce que j'avais, le petit MVP que j'avais développé, là, ce mini-site, de discuter voilà, de comment je me projetais. C'est hyper enrichissant comme expérience. J'espère que de plus en plus de boîtes peuvent proposer ça aux candidats qu'ils estiment, parce que ça permet vraiment d'évaluer des deux côtés, est-ce que ça fit. Bah ouais, parce que parfois, peut-être que sur le papier, ça fit, mais parfois, ça peut être, je sais pas, je me sens pas bien au jour le jour, au quotidien, concrètement, dans la boîte, le midi, comment on va manger, comment, voilà. Et effectivement, ça permet pour les deux parties de, yes, très clair. Et donc, du coup, est-ce qu'il y avait une autre étape de recrutement après celle-ci ou on était… Non, après c'était bon. Donc, tu as été pris. J'ai été pris. À combien, si c'est pas indiscret? Le salaire final devait être dans les 46 500. 46 500 brut, ce qui fait à peu près dans les J'avais 3 3 000 par mois. 3000 et quelques. Alors ça a été dur la négociation du salaire, c'est une phase, tu sais que les développeurs tout le monde en règle générale négocie le salaire, c'est toujours compliqué. Souvent on laisse venir le candidat, quelles sont vos prétentions, ça s'est passé comme ça, tu as annoncé tes prétentions et ensuite on a négocié, comment ça s'est passé? Il y avait une fourchette de salaire sur l'offre, il me semble, quelque chose comme 45 jusqu'à 50K. Il m'avait proposé la fourchette basse parce que objectivement j'étais quand même un profil qui était toujours qui n'était pas encore senior. Pas encore senior. Donc la fourchette basse c'était du coup 45. Que j'ai renégocié un petit peu à la hausse parce qu'avant j'avais d'autres avantages en nature que j'ai demandé à intégrer au salaire. Donc ouais, 46 500 je crois. Cool. Bah, c'est pour, je pense que ça faisait 4 années d'expérience, 46 000, c'est plutôt pas mal. Puis là, encore une fois, je voulais tellement cette expérience en start-up. Non, et en plus, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. En plus, c'est la mission le job que tu veux. Donc, des fois, pour quelques milliers d'euros, ça sert à rien de Non, prendre l'offre la plus chère. Parfois, vaut mieux, par exemple, rester à 46 000 et être bien plutôt que viser 49 ou même 50 pour ne pas aimer le projet, la mission, l'équipe. Le salaire, c'est important, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout, hein, c'est clair. Intéressant. Du coup, est-ce que c'était challengeant l'univers startup? Parce que je sais qu'il y a plein mal de développeurs qui se posent toujours la question ESN, client final, agence, startup. Ton expérience startup, qu'est-ce que tu en as tiré? Parce que tu es resté combien de temps dans cette startup? Tu nous as dit 1 an au final. 1 an, donc 1 an. Mais hyper intéressant, hyper challengeant. Et ce qui m'a le plus plu, je pense, c'est la vitesse. En fait, la vitesse oui. Le but, c'est de faire vite, mais bien. Mais voilà, tous les jours, il se passe quelque chose, ça avance. Les projets ne restent jamais bloqués. Mais quand même avec des process, des méthodologies, tout ça, mais de manière… tourner efficacité. Efficacité. Donc, c'est pas, je pense, contrairement à d'autres grandes entreprises, voilà, il y a des politiques internes, il y a une chaîne de validation en cascade jusqu'au chef, etc. Là, le but, c'était que chacun avait la responsabilité de certains pôles, certains sujets. Et ben voilà, tant qu'on restait dans notre champ d'action, en fait, on avait un petit peu carte blanche pour le but, c'était d'avancer. De produire quoi. Donc il y avait des objectifs qui étaient définis au niveau de la boîte, des objectifs qui étaient définis au niveau de chaque pôle. Puis après, chaque employé, du moment qu'il travaillait en direction de ses objectifs, voilà, il n'avait pas forcément à rendre des comptes au quotidien. Enfin voilà, tout n'était pas traqué. Et en fin de trimestre, on faisait un bilan de tous les gros objectifs, où on en était, lesquels on avait atteints. Et après, on recommençait. Donc, c'est des cycles très courts d'auto-évaluation et de progression. Ouais. Et en termes alors, c'est quand même un projet assez costaud de développer quand même une plateforme e-commerce. Ça s'est passé comment? C'est-à-dire que rapidement, vous avez pu mettre en place quelque chose en production, machin, et après, vous avez itéré avec des mises en prod assez régulières, ou ça a été un projet qui a été plutôt étalé sur la durée, puis à la fin des 1 an, vous avez livré quelque chose? Un mix des deux. Le but, c'était d'avoir un premier MVP, mais viable, parce que pour rappel, ça devait remplacer le site Shopify existant. Donc, pour vous, viable, c'était remplacer l'existence. C'est-à-dire que la barre du viable était assez costaud quand même. On avait quand même mis de côté certaines fonctionnalités qui n'étaient pas indispensables. Donc,
Comme le paiement. Non, je crois qu'il n'y avait pas l'espace client, voilà, était beaucoup moins développé. Il y avait peut-être quelques fonctionnalités ou quelques sections qui n'étaient pas là. Mais c'est pas grave, parce que la primitive d'un site e-commerce, c'est ça convertit bien parce que le site est rapide et bien référencé. Et puis voilà, du moment, comme tu as dit, qu'on peut payer, qu'on peut voir les produits, tout ça, ça marchait au top. Donc vous avez migré, donc vous étiez un peu à cheval entre du Shopify et votre plateforme. C'est-à-dire peut-être il y avait des features qui étaient encore sur Shopify et d'autres qui étaient là, Non, ou vous avez réussi on a été à obligé de faire un switch switch complet. complet, ouais. C'est ça. Avec migration des users, de tout Non, l'historique et parce tout. que le checkout, c'était toujours Shopify. Donc, toute cette Donc tout partie-là a pu sauf le rester. checkout. Ouais, c'est ça. D'accord. Et comment ça s'est passé le transfert il y a des API dans Shopify ou comment ça fonctionne? Enfin, Tout simplement, dans ton panier, quand il y a le bouton payer, c'était c'est juste une c'était le redirection. bouton, d'accord. Une Ok. redirection vers le checkout. Et Ok. en fait, oui, avec les API Shopify, tout reste synchronisé. Et les produits, donc vous aviez une duplication des produits entre Shopify et votre Ouais, plateforme, c'était assez costaud. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y avait plusieurs briques qui synchronisaient les données des produits et au final, qui s'assuraient que dans Shopify, les données étaient bonnes. Ok. Et Euh, aujourd'hui, là, je ne sais pas si tu as des nouvelles, mais aujourd'hui, tout a été migré ou c'est encore, ou ils sont toujours sur un système de double. Toujours hybride, parce que Toujours je pense hybride, que d'accord. ça convient bien. Enfin, Shopify maîtrise la brique vraiment e-commerce. E-commerce. Et puis après, en front, voilà, tu peux quand même aller plus loin avec d'autres outils. Et Shopify a quand même rattrapé beaucoup de retard et beaucoup de frustration. Donc ils vont remigrer sur Shopify peut-être. 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 Écoute, intéressant. Donc un an. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an? Parce que depuis le début, tu me dis qu'en règle générale, tu aimes bien rester 2-3 ans. Là, au bout d'un an, tu t'es dit, voilà, il est temps peut-être de changer ou t'es resté ou... Juste avant, peut-être un truc que je Ouais. peux dire, ce qui a été vraiment important dans le projet, c'est qu'il y avait un pôle qui s'occupait du design. Tout était fait en interne dans la startup. Et du coup, en tant que développeur, j'avais trouvé important, vu que c'était une refonte et l'occasion de bien faire les choses. Tu vois, il y avait eu la brique Shopify, mais il fallait qu'on refasse tout de zéro. Même si c'était le même design visuellement, en fait, derrière les éléments du code, ce serait différent. En fait, j'ai essayé de vraiment insuffler un partage de connaissances entre la team design et la team de développeurs pour leur communiquer comment nous, on allait structurer le développement. Donc, notamment, c'était en vue, donc tout un système de composants. Et en fait, ils ont hyper bien pris ça en compte au niveau du design, donc qui était fait dans le logiciel Figma. Et en fait, Donc, ils tout ont le repris design l'aspect était composant. exactement, tout le design était déjà pré-découpé en composants qui étaient exactement les mêmes que ceux du code. Donc en fait, moi, je soumettais le nom des composants, comment ça allait fonctionner en code, et eux, ils adaptaient ça au niveau design. Donc c'était vraiment un truc. Donc, c'est toi qui as pu proposer ça à la boîte, enfin, tu as pu Ouais, insuffler j'ai ça essayé et de tout. pousser grâce aux responsables techniques, voilà, qui estimaient aussi que bien structurer, architecturer ce genre de projet, c'était hyper important pour la suite. Et c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui, ils utilisent toujours cette même structure. Parce qu'on a posé des bases qui étaient vraiment bien réfléchies, solides. Donc tu vois, on peut allier le fait d'aller vite, mais quand même Dans la de qualité, communiquer avec tout le monde pour avancer de la bonne manière. Et ça a permis d'avoir un projet qui, on n'a jamais rien cassé, genre ça marchait très Il n'y a bien. jamais eu de grosses galères, c'est ça que tu es en train de dire? Enfin, jamais eu de. Pas dans la structure du code en tout cas. Et surtout pour le CSS, on utilisait le framework Tailwind Déjà, oui, que ouais, tu c'est-à-dire connais que c'était sûrement. déjà là. Ouais. C'était quelle année ça? C'était déjà en 2017-2018, non? Ça, c'était du coup 2020. 2020, d'accord, Ouais. oui, là, on a bien avancé 2020, oui, de Tailwind. Et du coup, 2020, Tailwind existait, mais c'était encore Un peu ouais, c'était underground, les débuts, quoi. c'était pas les toutes dernières versions qui sont vraiment folles. Mais j'avais déjà compris qu'en fait, c'était hyper important de jamais se prendre la tête sur le CSS. Et le gros avantage de Tailwind, il y a plein de débats qui existent, mais c'est surtout quand tu collabores à plusieurs développeurs, de jamais se marcher dessus, de jamais casser du CSS. Et donc ça, pour un projet, c'est déjà un pas énorme. Tu t'enlèves toute cette dette technique, le CSS sera jamais un problème. Ouais, cool. Cool. Donc ça, ouais, 2020, un an. Là, j'imagine que ça a fait partie d'une de tes expériences les plus peut-être majeures. Enfin, là où vraiment tu as fait du dev poussé Ouais. peut-être. Surtout que ça a été période Covid, confinement, donc quelques mois après avoir commencé, je me retrouve tout seul à la maison. Voilà, Télétravail, donc du coup ouais, puis tu n'as plus ton responsable technique avec toi. Enfin, tu vois, il y a la communication, il y a quand même une barrière qui s'installe. Donc, tu as senti une baisse de régime sur non, les c'était limite projets? le contraire. Parce que, D'accord. vu que j'avais la deadline de devoir sortir rapidement le remplacement du Shopify, fallait changer. avancer. Puis, quand tu travailles à la maison, tu commences peut-être un petit peu plus tôt, finis un peu plus tard, tu es chez T'as toi, pas le donc tu vois moins métro, cette t'as pas tout contrainte. ça. Donc ouais, c'était une période où on bossait beaucoup, mais on a réussi à livrer ce qu'il fallait.
Mais voilà, ça m'a demandé de bien travailler en autonomie, d'être plus rigoureux sur mon organisation, bien définir mes tâches, etc. Et voilà. Intéressant. Qu'est-ce que tu dirais aux développeurs là, qui se reconvertissent en ce moment parce que dans mon audience, il y a pas mal de personnes qui se reconvertissent, qui n'ont pas forcément des bacs +5 en informatique ou quoi, qui souhaiteraient se lancer. C'est quoi les 2-3 trucs importants, les 2-3 conseils que tu voudrais leur donner comme ça un peu en À ceux qui se reconvertissent. Voilà, ceux qui se reconvertissent et voilà, qui arrivent, qui sont un peu juniors forcément parce qu'ils viennent de se reconvertir ou les juniors, hein, même sortis d'école, qui n'ont pas forcément d'expérience sur le marché, puis que là, eh ben, voilà, ils arrivent sur le marché, ils savent que c'est un peu compliqué et comment on se différencie, etc. Tu as peut-être des… J'aime bien cette question parce que c'est un truc que moi j'ai essayé d'expérimenter. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression sur j'ai pas un diplôme d'ingénieur, j'ai pas un bac +3, etc. Donc le syndrome aussi de l'imposteur, on essaie de le mettre de côté. C'est pas toujours facile de le mettre de côté parce qu'il est quand même présent. Quand tu dois défendre ton profil face à des gens qui ont plus d'expérience, qui ont plus été dans l'informatique, le développement depuis plus longtemps, c'est normal de ne pas se sentir forcément au niveau. Mais un peu comme je l'ai dit dans mes expériences précédentes, il faut vraiment essayer de montrer du concret, de parler plus du potentiel, de l'avenir, de ce que vous pouvez apporter à une entreprise, à une équipe. Et pas forcément parler de ce qu'on a fait avant, parler de soi. Il ne faut pas se défendre. Il faut être capable d'être honnête, de pas de mentir. Mais le but, ce n'est pas de se défendre de pourquoi on ne serait pas légitime ou pourquoi on devrait l'être, etc. Le mieux, c'est de le prouver, donc en fait, de garder un certain niveau de confiance en soi, d'expliquer ce qu'on peut faire, de laisser entrevoir une progression. Et puis, si vous avez l'opportunité de pouvoir développer une petite brique technique, donc je sais pas, selon vos candidatures, c'est ça. Ça peut être, vous reproduisez une petite partie du SaaS, de l'outil, de l'entreprise en question. Enfin voilà, et essayez de proposer quelque chose. Et en fait, ça directement, ça vous place plus en haut de la pile. C'est un de mes gros conseils. Pour se différencier, il faut faire des choses que personne ne fait. Et du coup, ça peut être de montrer des choses, mais ça peut être aussi la manière de prise de contact. Okay. Et faut toujours essayer d'être créatif. Il n'y a pas une manière unique que là je peux dire et qui est utilisable, mais essayer de comprendre qu'est-ce que tout le monde fait et de faire différemment. Différemment, se différencier de la masse. Et écoute, intéressant ton parcours. Je sais aussi que tu es passé freelance. Tu t'es expatrié à Bali. Tu as fait énormément de choses, mais malheureusement, on ne peut pas en parler puisque ça fait déjà 1 heure. Mais on en reparlera pour une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire. Posez vos questions à Quentin dans les commentaires. Il y répondra ou j'y répondrai, etc. On mettra tous les liens vers les informations de la chaîne de Quentin et tout ça. Et restez bien abonnés puisque on fera une deuxième vidéo où on va parler de Bali, d'expatriation, de freelancing, d'entrepreneuriat. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Alors si tu as du mal à décrocher un job de développeur en 2024, je t'ai fait une vidéo sur les 9 stratégies pour décrocher un bon job de développeur en 2024. C'est dans cette vidéo.